Bonjour. Alors, je choisis un fond particulièrement adapté pour ce cours sur les dinosaures. Aujourd'hui, on va faire un peu de biologie générale des dinosaures. Vous avez derrière vous une image extrêmement célèbre. On y reviendra énormément, mais c'est vraiment une image clé du monde des dinosaures. Ça n'a pas l'air comme ça parce que vous êtes habitué au T-Rex, etc. Mais ça, c'est un ornitholeste et regardez-le bien, il va avoir une importance terrible. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Je vais simplement revenir sur, bon, comment dire, qu'est-ce qu'un archosaure, qu'est-ce qu'un dinosaure, enfin, de quoi on parle, quoi. Voilà, de quoi on parle. Alors, je vous ai conseillé, dans les papiers que vous avez dû avoir, la brochure, etc., de regarder le merveilleux MOOC réalisé par l'université d'Alberta. C'est une merveille absolue. Ça s'appelle Dino 1.0, quelque chose, ou 2.0, j'en sais rien. Enfin, ou 201, enfin 1.01, je ne sais pas. Peu importe, vous allez trouver ça très facilement. C'est sur Coursera. C'est en anglais, mais il y a des sous-titres. Et dans mon souvenir, alors celui-ci a des sous-titres en français. En revanche, pour les autres, c'est des sous-titres en anglais ou en roumain. Enfin, il y a plusieurs langues, mais pas le français pour les autres. Mais franchement, les locutories parlent très bien, notamment bon, Becky pour les dinosaures en général, et puis ensuite le garçon à chapeau qui parle sur les reptiles marins, etc., les birds, les anciens oiseaux, enfin tout ça, bon, c'est très bien. Alors, bon, voilà, tout ça, je vous le conseille. Donc, Coursera, vous n'êtes pas obligé de payer des trucs, hein, vous prenez la formule de base, etc. Les questions que vous savez, les MOOC, il y a tout le temps des petites questions comme ça. C'est pas très compliqué, parce que vous pouvez refaire plusieurs fois, même si vous ne comprenez pas très bien, parce que là, elles ne sont pas traduites, elles sont en anglais. Donc, c'est un MOOC super. Et une fois qu'on a regardé ça, on n'en sait plus long sur le dinosaure. Donc, c'est de là que vient au départ ma science. Après, je me suis renseigné un peu plus avant, mais je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Alors, je résume, hein. De toute façon, disons ce qui nous intéresse pour nous. Il n'y a pas tant de choses que ça à connaître. Alors, il y a ce fameux ordre des archosaures, A-R-C-H-O, et puis zore comme zore, quoi, comme dinosaure, hein, ce qui veut dire, en gros, sauron, saurien, vous voyez, toutes ces racines-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ces archosaures? C'est des animaux éteints et puis des animaux encore vivants, mais on va parler uniquement des animaux éteints. Alors, il y a quoi dans les archosaures? Vous avez les crocodiliens d'une branche qui s'appelle Pseudosuchia, ce qui voudrait dire plus ou moins des pseudo-crocodiles, enfin des pseudo-sauriens, disons, des pseudo. Bon, il y a toujours des qualificatifs étranges comme ça, du genre pseudo, non, c'est pas ça. Enfin, comme si on avait peur de dire franchement, ah, c'est des vrais ou ça, c'est des pas vrais. Vous allez voir, il y en a beaucoup de vocabulaire comme ça dans ce qu'on appelle la classification phylogénétique, qui est une classification contemporaine extrêmement efficace pour tout ça et qui est basée sur des choses bien plus intéressantes que les vieilles taxinomies ou taxonomies que vous pouvez trouver par ailleurs. Alors, donc, je disais, les crocodiliens, des crocodiliens perdus, hein, pseudosuchia, qu'on ne trouve plus, des dinosaures, là vous voyez à peu près ce que c'est, et des ptérosaures. Alors, ce que je vous disais dans le premier épisode, tout le monde sait que les ptérosaures ne sont pas des dinosaures, ça les a pas. Bon, bref, on va dire des dinosaures pour simplifier, mais il faut savoir qu'il y a toutes ces bêtes-là. Alors, les animaux vivants issus de ce groupe sont les crocodiliens ou les crocodiliennes actuels, et puis aussi les oiseaux ou les oiselles. Alors, étrange le monde des oiseaux, on y reviendra énormément. Les oiseaux, c'est quelque chose de fondamental dans notre cours. Les oiseaux ne suscitent pas toujours tendresse et admiration. Et je pense que vous pensez tout de suite à un film que tout le monde connaît. C'est ce film où les oiseaux se liguent pour tuer les humains. Je pense vraiment que là, ma devinette a fait long feu. Bon, ils sont poussés par une femme. Oh, l'horrible sorcière. Et de fait, le bon peuple accuse la femme de s'être trouvée là. Donc, Hitchcock, les oiseaux, ça reprend finalement cette bonne vieille thématique qui a envoyé tant de femmes au bûcher, l'arrivée de la jeune femme qui correspond, comme par hasard, hein, aux premières attaques des oiseaux. Ah, c'est pas une coïncidence, hein, disent les gens du cru autour de leur bière au café du coin. Donc,
vous verrez, c'est étonnant quand même, hein, ce genre de c'est très fréquent dans les films de type globalement hollywoodien, ce sexisme, mais vraiment, récurrent, enfin, qu'on n'arrive pas à récurer, ce truc est toujours là, qui colle. On dirait que ça fait partie de l'ADN, comme on dit maintenant, des films hollywoodiens et d'ailleurs ça en fait partie, hein, on verra ça de façon plus précise plus tard. Alors je vais vous parler d'un film délirant qui s'appelle Birdemic. Il date de 2010. Alors il passe pour le film le plus nul de la Terre. Bon, c'est un film réalisé par un certain James, sans S, James Nguyen, et ça se veut un hommage au maître hollywoodien. Alors ça, c'est un film étonnant, écolo-sexiste, dirons-nous. Alors vous avez des aigles cracheurs d'acide, mais mous au possible. Enfin, les aigles, ils sont là, ils tiennent sans bouger, quoi. Et ils massacrent les humains qui roulent en bagnole partout. Alors, vous avez au départ des éléments tout à fait bizarres qui relèvent, on finit par le comprendre, des affaîtries de la civilisation. Donc, il y a un type, il dit: «Ah, moi, j'ai des stock options». Il y a une fille, elle a un contrat de mannequin lingerie. Et il y a un autre type qui vient installer des panneaux solaires, hein. Donc, vous voyez, ça coûte très cher. Enfin, alors on se dit: «Bon, c'est quoi cette histoire?» Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de stock options, de mannequinat et de panneaux solaires? Eh bien, en fait, ça s'oppose au retour à une vie simple dans la forêt. Vous avez la femme qui soigne, qui pleure, qui s'occupe du manger et des mômes. Alors, les mômes, elle les a récoltés au cours d'un vague périple en bagnole où les mômes étaient planqués sur la voiture en tremblant. Mais tout ça n'est pas très net. Enfin, c'est très, très mou comme film, c'est très lent. Bon, on voit les enfants sous la voiture, elle récupère les mômes car elle est une femme, elle est pleine de care et de dévouement. Et pendant ce temps-là, le mec dégomme les aigles avec un pistolet mitrailleur. Donc, vous voyez, le film, pas top, hein. Et alors, à la fin, tout à coup, les aigles s'en vont. Et la jeune femme fait part de son étonnement. Elle dit: «Oh, ça alors, ils ont arrêté de nous embêter». Donc, vous voyez, au point de vue aussi narratif, c'est pas top, hein. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que on dirait que c'est au moment où tout le monde a compris que ce couple et ses 2 enfants ont rejoint un état de nature qui suppose que la place d'Adam et Ève est vraiment restaurée suivant la tradition. Et à ce moment-là, les aigles exterminateurs sont contents, ils ont résolu leur problème. Enfin, c'est-à-dire ils étaient là en quelque sorte pour exterminer la civilisation et revenir à un état de nature où la place de la femme est on ne peut traditionnelle par rapport aux exigences de l'hétéropatriarcat ambiant. Alors, voilà pour ces films introductifs. Je continue avec l'histoire des reptiles. Alors pendant longtemps, on disait les dinosaures et les ptérosaures sont des reptiles. Et il en résultait dans ce que j'appelle la doxa. Alors doxa, c'est une notion platonicienne très utile, D-O-X-A. C'est rien de plus que l'idéologie ambiante. Ce que tout le monde répète comme ça, ah ouais, ah. Oui, c'est la doxa. Et alors finalement, comme c'était des reptiles, ces dinosaures et ces ptérosaures, il en résultait des associations un peu confuses, mais néanmoins privilégiées, avec le monde biblique, le paradis perdu, le ver déjà dans le fruit. Et on avait ensuite toute la chaîne, j'ai l'impression près d'une chaîne de vélo, vous voyez, qui est entraînée par les pédales de l'hétéropatriarcat. Désolé, la métaphore n'est pas top. Bon, bref, vous aviez la figure centrale de l'antagonisme, du combat des chefs. Vous aviez la guerre comme fatalité humaine éternelle, bien évidemment, et du coup, la justification de la violence. Donc, vous voyez, tout s'enchaîne un peu vraiment, pignon après pignon. Et puis, il s'est passé quelque chose qui, d'ailleurs, renvoie à mon fond d'écran. D'un seul coup, assez récemment, hein, dans les années 60, pas avant, hein, certains dinosaures ont été assimilés à des oiseaux. Alors, quand je dis pas avant, c'est un peu idiot vu que la découverte et la passion des dinosaures datent du début du 19e siècle, hein, et le sérieux pris par ces choses-là est assez récent également. Alors, certains dinosaures sont assimilés à des oiseaux. Vous allez me dire les ptérosaures qui se sont éteints sans descendance. Eh bien, en fait, non, pas eux. Les ptérosaures disparaissent. Donc, ce n'est pas les ptérosaures qui sont les oiseaux, c'est les dinosaures que vous n'imaginez pas être des oiseaux, comme les T-Rex, et puis le petit ornitholeste, hein, que je vous mets ici. Alors,
Il y a eu 2 types, en gros, de dinosaures. C'est pas vrai, hein, je simplifie à fond. Il y a plein de catégories de dinosaures. Il y en a qui ont des armures, il y en a qui ont des têtes énormes, il y en a qui ont des machins sur la tête comme ça. Bon, bref, je vais simplifier parce qu'en fait, on va parler de culture pop, hein. On va pas évidemment parler de paléontologie. Il faut avoir un petit fond de paléontologie pour suivre l'affaire, mais c'est pas quand même très nécessaire, hein. Disons que vous allez voir comment la culture pop simplifie ce savoir d'une façon très, très notable. Alors, il y a des dinosaures qui ont une allure un peu de serpent sur pattes. Ça, c'est les sauropodes. Alors, il faut retenir ce mot, sauropode. Et vous avez d'autres dinosaures qui sont théropodes. Donc, sauropodes et théropodes sont les 2 mamelles de la culture pop en manière de dinosaures. Les uns sont des proies dans l'imaginaire, hein. Les sauropodes qui sont en fait d'énormes bêtes, hein. Pensez aux titanosaures, même aux diplodocus qui étaient quand même qui occupaient pas mal de place, hein, l'air de rien. Bon, alors eux, on va voir comment la culture pop les détermine comme étant les proies, alors que les dinosaures théropodes, qui pouvaient être grands comme ça, tout petits, 30 cm, vous voyez au début, très vifs, petits, qui marchaient, qui couraient partout, un peu comme au début d'un des Jurassic World, quand il y a la petite fille, vous voyez celui où il y a la petite fille qui donne son sandwich et qui est attaquée ensuite, il y a des de petites bêtes, vous voyez, ben ça c'est vraiment l'image que vous avez en fond d'écran, des animaux vifs, des animaux petits qui marchent, qui courent debout, et qui sont carnivores et prédateurs avec une vision binoculaire et pour la plupart des plumes. Alors ça, il va falloir s'y faire. Nos merveilleuses bestioles que vous avez dans les films et qui sont glabres et de manière inimaginable et couvertes d'écailles, bon ben en réalité c'est bestioles avec des plumes, hein, pour la plupart. Alors pour le T-Rex, personne ne veut admettre que la bête avait des plumes, alors que les cousins chinois, comme on dit, c'est-à-dire tout ce genre de théropodes, de cousins des T-Rex qu'on a découvert en Chine, ils avaient pratiquement tous des plumes, voilà. Donc on a une espèce d'imagerie qui se crée entre les sauropodes et les théropodes. 2 mots fondamentaux pour comprendre la suite de cette histoire. Alors, de qui est l'image qui est derrière moi? D'un certain Charles Knight. Alors, ça s'écrit non pas comme la nuit, mais comme le chevalier, hein, Charles Knight, si je veux le dire comme ça. C'est un peintre génial, un illustrateur extraordinaire. Il est états-unien. Il a travaillé au tournant des 19 et 20e siècles, et c'est à juste titre que c'est une figure de proue du paléo-art. Il est extrêmement admiré et on lui doit bien ça. Il a fait un travail magnifique. Et c'est à lui, principalement, que l'on doit notre représentation contemporaine des dinosaures, puisque le dessin que vous avez là, l'ornitholeste, est un animal extraordinaire, réputé extraordinairement intelligent. Et c'est ça qui a fait que, dans la culture pop, cette image a fait beaucoup pour l'assimilation de certains dinosaures théropodes, non pas aux oiseaux, mais aux humains. Donc, vous voyez le truc. Au début, on a des reptiles, poids, quelle horreur, la Bible, le serpent. Ensuite, vous avez des oiseaux, non, mais ça va pas, des dinosaures à plumes, et puis quoi encore, mais non, on n'en veut pas, très grande résistance. Et puis ensuite, vous avez ce genre d'image qui finalement fait que les dinosaures, c'est nous. Et ça va être. Et nous, attention, pas moi, hein, certainement pas une vieille femme. Non, 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 le dinosaure, c'est toi, jeune garçon mâle blanc de 25 à 30 ans. C'est toi qui es rapide, intelligent, marchant sur 2 pattes et traquant des proies. Alors, quelle proie tu traques? C'est l'image d'une sorte de trader, enfin, on a une espèce de fantasme comme quoi les humains seraient des descendants de certains dinosaures. Ils sont fantasmatiquement assimilés à ces dinosaures de type mâle blanc. C'est très, très intéressant, très bizarre, hein. Et le fait qu'ils traquent des proies animales pour se nourrir, les pauvres bêtes, enfin, vous voyez, c'est pas non plus parce qu'on est un prédateur, c'est pas si dramatique. Bon, vous voyez, c'est très bizarre. Bon, et bien finalement, ça devient une métaphore de la domination masculine, les dents de Wall Street. C'est moi qui dis les dents de Wall Street, c'est pas un vrai film, mais bon, les loups de Wall Street, voilà. Bon, vous voyez tout ça, quoi. C'est ce fantasme-là. Et alors, le type Troodon. Alors, Troodon, c'est un des rares mots prononçables du monde des dinosaures.
donc Troodon. Donc ça, c'est le fameux raptor, en fait, le troodon, c'est le raptor de Jurassic Park World. Tout ça, c'est mélangé, hein, l'ornitholeste humanisé que vous avez là, et il a une telle réputation d'intelligence, ce bestiau, que Stephen Baxter, dans son roman Évolution, je parle du premier tome, hein, qui est le plus intéressant de mon point de vue, il en a fait une espèce supérieure capable de penser. Donc là, on trouve tous les traits humains, à savoir l'orgueil de se croire supérieur, alors que manifestement, notre probabilité de durer sur la Terre reste relativement faible. Normalement, une espèce vit entre 1 et 10 millions d'années quand même, et nous, on est largement en dessous de la barre pour l'instant. Donc bon, il n'y a pas de quoi pavoiser, mais bon, on est considéré, enfin, disons, on se considère qu'une espèce d'espèce supérieure capable de penser, l'Homo sapiens. Et alors, dans ce roman, Évolution, vous avez un personnage, celle qui écoute, imaginez ça avec des tirets, celle qui écoute, c'est son nom, elle écoute, c'est l'héroïne, et elle est munie d'un fouet et elle sait se servir d'outils. Donc, la métaphore dans ce roman, alors c'est Stephen Baxter, un roman qui s'intitule Évolution. Vous trouvez ça dans toutes les bibliothèques. Et vous voyez ici, sur cette illustration derrière moi, l'ornitholeste a capturé un oiseau qui tient entre ses mains, et puis il affiche quand même l'air satisfait du prédateur efficace, hein. Et il court allègrement sur ses deux jambes, et il ouvre en riant une large bouche pleine de dents pointues. Donc vraiment humain, trop humain. Alors, les références de cette image, c'est une illustration de Charles Knight, donc. Ça date de 1897, la première version, dans The Century Magazine, et dans The American Museum Journal de 1914, qui est publié à New York, il y a une reprise de cette image. Ce n'est pas la seule, il y en a des milliers de reprises. Et ce dinosaure-là n'est pas du tout considéré comme un reptile, il est debout, il est intelligent comme nous, et en revanche, nous haïssons les reptiles qui sont notre opposé absolu. Donc vous allez dire, là, on est tombé sur la tête, on est chez les fous, c'est complètement illogique. Eh bien, je vais vous montrer dans la deuxième partie de tout ça, enfin dans la suite, que le fantasme n'en a que faire. Donc, par-dessus la vraie cladistique, par-dessus les vrais types phylogénétiques, c'est-à-dire tout le travail extrêmement précis des paléontologues qui établissent les caractères des animaux, qui regardent quel est l'ancêtre commun, qui établissent des lignées comme ça en disant celui-ci ne peut pas être l'ancêtre de celui-là, puisque celui-ci a tel caractère que celui-là n'a pas. Vous voyez, tout un travail hyper précis sur lequel on va revenir, eh bien, c'est remplacé par quelque chose que j'appelle la cladistique imaginaire, et c'est de cette cladistique que je vais vous parler à présent. Bon, excusez-moi, j'ai mal centré. Alors, on voit peut-être pas très bien l'image, mais aussi quand même, vous voyez bien la tête de la bête. Alors, je me pousse un peu. Attendez, pour que vous voyez mieux, je m'enlève. Voilà. Donc, vous voyez la bête. Alors je montre avec mon doigt, mais naturellement, vous ne voyez rien du tout. Il marche sur deux pattes. Il a sa gueule largement ouverte avec ses petites dents pointues. Et vous voyez, il tient un oiseau qu'il a capturé, un oiseau, enfin peut-être un archéoptéryx, mais un oiseau de l'époque, on viendra là-dessus. Et il a l'air super content. Voilà, c'est bon, je continue la suite sur une autre vidéo. Merci de votre écoute attentive et gentille. À bientôt.